Salut et fraternité citoyens. Dans 2 jours, nous allons élire nos représentants à l'Assemblée nationale. Une élection législative, les élections législatives, qui sont très importantes dans notre système politique. C'est capital dans notre vie politique d'élire ces personnes, d'élire nos députés, parce que c'est eux qui vont voter les lois, c'est eux qui vont voter le budget, c'est eux qui vont contrôler l'action du gouvernement et les politiques publiques mises en place par le gouvernement. Bref, vous voyez que c'est pas n'importe quoi. Alors bien sûr, on va voir tout ce qui est aspect technique, politique de ces élections législatives de 2022, et on va juste revenir sur quelques fondamentaux de notre régime politique et de l'Assemblée nationale aussi. Bon alors déjà en France, la France est une république semi-présidentielle. Rappelez-vous-en, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Il y a donc un président de la République qui est élu pour 5 ans, au suffrage universel direct lors de l'élection présidentielle, où tous les Français votent donc. C'est lui qui va nommer le Premier ministre et les membres du gouvernement, ça c'est le pouvoir exécutif. Et de l'autre côté, en face, on a le pouvoir législatif, le Parlement, qui est composé de 2 chambres, le Sénat, la chambre haute, qui est élue au suffrage universel indirect, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'Assemblée nationale avec les députés qui sont élus au suffrage universel direct, comme pour le président de la République. Alors, l'Assemblée nationale, elle est composée de 577 membres, 577 députés. Ils vont donc siéger à l'Assemblée nationale, ils sont élus au suffrage universel direct, comme le président, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, tout ça lors des élections législatives qui ont lieu, donc, ce week-end, les 12 et 19 juin 2022. Donc vous voyez quand même que dans toutes les institutions dont je viens de vous parler, dans le pouvoir législatif et exécutif, il y en a 2 qui sont élus directement par le peuple. Les 2 autres sont légitimés par les autres élections, par la présidentielle, les législatives et les sénatoriales, mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Enfin, pas tout de suite. Alors l'Assemblée nationale, elle a un rôle important dans notre système politique, dans le système politique français, puisque c'est elle qui est censée représenter directement les citoyens dans le processus législatif, c'est-à-dire dans le vote de la loi, dans le vote du budget de l'État, du budget de la sécurité sociale, dans le contrôle de l'action politique du gouvernement, dans le contrôle des politiques publiques mises en place. Et cette notion de représentativité du peuple, eh bien, elle est inscrite dans l'article 3 de notre Constitution. On va y arriver. Article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par la voix de ses représentants et par la voie du référendum. Par la voix de ses représentants, le peuple souverain exerce son pouvoir par la voix de ses représentants. Donc cette représentation du peuple à travers les députés de l'Assemblée nationale, elle va légitimer aussi le gouvernement, puisque si je vais dans la Constitution, à l'article 8 de la Constitution, il nous est dit que le Premier ministre, il est nommé par le Président de la République, tout comme les autres membres du gouvernement. Et c'est lui qui met fin aussi aux fonctions du gouvernement. Mais il y a autre chose aussi que nous dit la Constitution dans son article 20, c'est que le gouvernement, le Premier ministre et son gouvernement sont responsables devant le Parlement. Alors qu'est-ce que ça signifie? Bon, déjà que le président nomme le gouvernement, certes, mais que celui-ci, ce gouvernement, ne tire pas sa légitimité non pas du seul choix du président de la République, mais aussi d'une majorité de députés qui seraient en capacité de soutenir la politique du gouvernement. Donc en France, pour avoir un gouvernement, il nous faut 2 conditions, être nommé par le président de la République et avoir une majorité de soutien à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'on peut outrepasser ces points? Alors, fondamentalement, le premier point, ça va être difficile parce qu'il n'existe aucun autre institut post-mandat en France qui a la capacité de nommer le Premier ministre. Mais par contre, le président de la République ne peut pas choisir n'importe qui. Par exemple, s'il y a une période de cohabitation, quand l'Élysée et le gouvernement ne sont pas du même bord politique, eh bien, le président de la République ne va pas pouvoir choisir n'importe qui. S'il choisit un gouvernement de gauche alors que la majorité de l'Assemblée nationale est de droite, je simplifie volontairement, ça ne va pas passer. Et la majeure partie, si ce n'est la totalité des projets de loi présentés par le gouvernement à l'Assemblée, va se faire retoquer. Et pire, l'Assemblée nationale pourrait tout à fait renverser le gouvernement, censurer le gouvernement, comme on dit, et donc provoquer sa chute, il est obligé de démissionner. Mais il y a un autre point à ça, c'est que dans la tradition constitutionnelle française de la Ve République, eh bien, quand le gouvernement tombe, c'est arrivé une seule fois, c'était sous De Gaulle et Pompidou, le président de la République considère qu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale pour former un gouvernement, donc il dissout l'Assemblée nationale et ça provoque de nouvelles élections. Vous voyez que finalement, il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs importants dans la Constitution de la Ve République et que tous ces pouvoirs et ces contre-pouvoirs peuvent se retourner facilement l'un contre l'autre.
Et notamment, d'ailleurs, la dissolution peut très bien se retourner contre l'étiquette politique du président de la République. C'est déjà arrivé en 97 à Jacques Chirac, où il avait une majorité de députés très large, de droite. Il a dissous et il a eu un gouvernement de gauche. Voilà. Ça s'appelle une défaite en politique. Bref, vous voyez donc que la Constitution fait reposer la légitimité du gouvernement sur l'élection présidentielle avec le président de la République, mais aussi sur les élections législatives avec une majorité de députés qui soutiennent l'action du gouvernement. Vous voyez pourquoi les deux élections sont importantes. Bon alors là, j'ai surtout parlé de la légitimité du gouvernement devant l'Assemblée nationale parce que c'est primordial et parce que l'Assemblée nationale, son premier rôle, c'est de voter la loi. Donc effectivement, rôle primordial de l'Assemblée, des députés, voter la loi, projet de loi ou proposition de loi, mais aussi voter le budget de l'État, c'est quand même 350 milliards d'euros de dépenses par an, plus le budget de la sécurité sociale, c'est 500 milliards d'euros de dépenses par an, c'est pas rien, puisque c'est une bonne partie de notre PIB. Alors, les députés et plus largement les sénateurs ne peuvent pas légiférer, faire des lois sur tout et n'importe quoi. Il y a des règles qui sont inscrites dans la Constitution. L'article 34 nous donne la liste et le détail des domaines dans lesquels on peut légiférer. Par exemple, les droits civiques, la nationalité, les crimes et les délits, l'assiette, le taux, l'imposition, voilà. Donc on ne peut pas tout faire par la loi. Et donc les sénateurs et les députés votent des lois, mais ce ne sont pas les seuls à appliquer le droit français. Puisqu'il y a la jurisprudence qui émane aussi des autorités judiciaires et administratives, il y a aussi le règlement qui émane du pouvoir exécutif lui-même. Alors l'Assemblée et le Sénat ne font pas que voter les lois ou voter des résolutions, ils sont aussi chargés d'autoriser les déclarations de guerre, ils sont aussi chargés de contrôler la présence étrangère de nos forces militaires à l'étranger, ils sont aussi chargés de proroger l'état de siège, c'est-à-dire la loi martiale quand elle est en vigueur, ou l'état d'urgence sanitaire notamment. Bref, vous voyez qu'il y a pas mal d'outils pour les députés, pour qu'ils puissent travailler, et que finalement, c'est pas si mal qu'on puisse disposer de 577 députés, parce que oui, il y a 577 députés. Alors souvent on dit qu'il y a beaucoup trop de députés, qui sont très peu présents. Je tiens quand même à dire une chose, c'est que le travail d'un député, c'est pas de rester assis H24, le cul dans l'hémicycle sur son fauteuil pourpre, absolument pas. Non, le vrai taf d'un député, c'est d'être effectivement dans l'hémicycle quand ça débat, mais aussi dans les commissions, puisque l'Assemblée nationale elle est divisée en commissions thématiques. Il y a la commission des lois, la commission des affaires étrangères, la commission des affaires sociales, la commission des affaires économiques, la commission de l'éducation et de la culture, celle de l'aménagement du territoire et du développement durable, et celle des finances, où c'est qu'on va donc débattre de projets de loi, de résolutions, de beaucoup de thématiques liées à cette thématique principale. Et donc vous voyez que les députés ne peuvent pas être partout, surtout que les députés doivent être aussi en circonscription, ils vont rencontrer les citoyens, la société civile, les autorités locales, et puis ils peuvent aussi avoir des missions de représentation, soit à l'international, dans l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, dans l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, à ne pas confondre avec les institutions européennes. Bref, vous voyez que le député, son rôle, c'est pas de rester assis sur une chaise H24 dans l'hémicycle. Il y a beaucoup d'autres choses, et c'est pour ça qu'on a 577 députés aussi. Voilà pour tout ça. Maintenant, ça ne nous dit pas comment on élit un député. Et vous allez voir, c'est assez simple. Bon alors, déjà, tout le monde peut être candidat. Il n'y a pas d'histoire de parrainage comme à la présidentielle. Par contre, il va falloir que vous choisissiez un lieu pour vous présenter. On appelle ça une circonscription, puisque c'est une petite région dans un département, une petite proportion du département dans lequel vous allez vous présenter et vous serez élu pour ce territoire. Alors en France, comme on a 577 députés, on a 577 circonscriptions donc. Alors vous aurez compris qu'en réalité, il y a 577 élections pour 577 circonscriptions qui vont élire donc 577 députés. Une circonscription, un député, une élection. Bon alors pour voter, c'est très simple, hein. C'est comme à la présidentielle et à toutes les autres élections. Vous allez recevoir déjà vos bulletins, alors déjà les professions de foi. Ça, c'est les professions de foi sur ma circonscription, voilà. Et ensuite, vous allez recevoir également les bulletins de vote. Ah, voyez. En fait, c'est les bulletins de vote qui ont la même taille que les bulletins d'élection présidentielle, mais là, c'est beaucoup plus graphique, je dirais. Bon, et ensuite, vous allez donc dans votre bureau de vote avec votre carte d'identité, votre pièce d'identité, avec votre carte électorale aussi pour faciliter la tâche des personnes qui vont passer leur journée à faire que cette élection puisse avoir lieu.
Vous allez donc passer dans l'isoloir, choisir votre bulletin, le mettre dans l'enveloppe, et une fois que vous avez fait ça, vous allez aller devant l'urne et vous allez glisser votre enveloppe et vous signalerez la liste d'émargement, bien sûr. Très simple, très habituel, vous êtes habitué à force, il y a eu deux tours à l'élection présidentielle. Donc ça, c'est pour voter. Très simple, habituel. Par contre, pour comptabiliser les voix, c'est un petit peu plus compliqué qu'à l'élection présidentielle. Si vous récoltez 50% des voix au premier tour, vous pouvez être élu, mais il vous faut aussi avoir 25% des électeurs inscrits qui vont voter pour vous. C'est-à-dire que s'il y a une participation absolument minable, et que vous faites quand même 50, 60, 75, 85% de voix exprimées, et que vous n'avez pas 25% des inscrits, vous ne serez pas élu dès le premier tour. Ensuite, pour passer au second tour, donc, ça va être très simple aussi. On va prendre les 2 personnes qui sont arrivées en tête, s'il y a besoin de faire un second tour, mais on peut également prendre la 3e, la 4e, la 5e personne, si ces candidats ont fait plus de 12,5% des inscrits. Et donc, ça arrive aussi régulièrement quand il y a une bonne participation, et quand il y a une faible participation, c'est beaucoup plus rare. Ce qu'on va appeler les triangulaires, les quadrangulaires, les quinquagulaires. On pourrait monter jusqu'à l'octangulaire avec 8 candidats au second tour, mais c'est très théorique et c'est très improbable. Voilà, bon, ensuite, pour être élu au second tour, il vous suffit d'arriver en tête du second tour, même s'il y a une très faible participation et que vous ne faites pas 50% des voix parce qu'il y a 3 candidats en face de vous. Voilà. Donc, quand vous êtes élu député, vous avez le droit de siéger à l'Assemblée nationale et vous êtes membre du corps législatif. Bon, alors on a parlé du système institutionnel, du système électoral. Il est temps de passer à ce qui est le plus croustillant finalement, les élections législatives de 2022. Puisque c'est le plus intéressant, je crois que tout est à l'envers, mais c'est pas grave. Alors l'actualité politique, du coup, j'en avais déjà un petit peu parlé dans une vidéo précédente, sur la vidéo post-élection présidentielle. La NUP, je crois, n'avait pas encore conclu son accord définitivement. Elisabeth Borne n'avait pas été encore nommée première ministre. Donc, il y a eu du changement depuis. Mais on va quand même le dire objectivement, il n'y a pas eu de véritable campagne législative nationale. C'est assez aberrant d'ailleurs, puisque en réalité, ni la gauche, ni la droite, ni le RN, ni la majorité présidentielle n'ont réellement fait campagne dans ces élections. Il n'y a pas eu de véritable campagne électorale où on a débattu de fond. Absolument pas. Et c'est aberrant. C'est juste indécent pour les électeurs. Et on s'étonne ensuite qu'il y ait potentiellement 50% des inscrits qui n'aillent pas voter au premier tour. Et donc, ce qui va nous faire une abstention catastrophique au second tour, avec probablement 60% des inscrits qui n'iront pas voter. Enfin bref, on commence à être habitué malheureusement à des taux d'abstention records, et pourtant personne ne se remet en cause. Dans tous les cas, cette réélection va nous donner des surprises, donc en plus de l'abstention, puisque la première de toutes les surprises, et de toutes les questions qu'on se pose, c'est est-ce que la majorité présidentielle va avoir une majorité renouvelée à l'Assemblée nationale? Alors c'est toute la question, hein, et on n'en est absolument pas sûr. On ne sait pas si le 19 juin, Emmanuel Macron aura une majorité de députés à l'Assemblée nationale, parce que là où il y a encore un mois, la majorité de la Confédération Ensemble, qui réunit Renaissance, le Modem et Horizon, était donnée assez largement gagnante en nombre de sièges. Mais depuis, ça a beaucoup bougé, ça a beaucoup baissé pour eux, et on n'est pas certain qu'ils dépassent la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale, puisque là, actuellement, c'est entre deux. Les fourchettes que nous donnent les instituts de sondage mettent un petit peu un entre-deux. On ne sait pas encore si En Marche aura une majorité absolue. Et dans le même temps, donc, cette érosion de la majorité présidentielle, elle profite à l'union de la gauche, à la NUPES. Puisque aujourd'hui, la France Insoumise, le PS, le PCF, les partis écologistes, ils ont 68 députés à l'Assemblée nationale. C'est à peine un petit peu plus que le groupe Modem aujourd'hui. Actuellement, dans les instituts de sondage, les projections nous donnent quand même entre 150 et 230 sièges pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui rassemble donc tous les partis de gauche. Ce qui ferait de la NUPES, ou de la NUPS, vous dites comme vous voulez, la première opposition en France, et du groupe La France Insoumise, qui avoisinerait les 100 sièges à l'Assemblée nationale contre les 17 actuellement, le premier groupe d'opposition, ce qui lui ouvrirait les portes immenses à l'Assemblée nationale, pour la simple et bonne raison que quand vous êtes la première opposition, vous avez le droit déjà à un questeur à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un collège des questeurs, c'est ceux qui vont contrôler
et qui vont participer à la vie administrative et matérielle de l'Assemblée, et vous avez le droit aussi à la présidence de la Commission des finances. Et donc, ça vous ouvre pas mal de portes sur les finances publiques. Donc voilà quels sont les avantages politiques d'être le premier groupe et la première opposition à l'Assemblée nationale. Bon, en plus de l'union de la majorité présidentielle et de l'union de la gauche, il y a aussi une union à droite plus classique, puisqu'elle rallie les Républicains, l'UDI et les centristes d'Hervé Morin. Là, le défi, c'est surtout de limiter la casse, puisqu'actuellement, la droite républicaine a 120 sièges à l'Assemblée nationale, à peu près 120 sièges, et selon les projections, elle pourrait tomber à 50 sièges, voire même 30, dans le pire des cas. Et puis du côté de l'extrême droite aussi, le Rassemblement national pourrait enfin avoir un groupe à l'Assemblée nationale, puisque jusqu'à présent ils avaient 8 députés, pour faire un groupe il en faut 15, c'est pas assez donc. Là, les projections leur donnent au minimum 20 sièges, et ça pourrait monter jusqu'à une cinquantaine, donc ce qui veut dire que ça ferait un groupe à l'Assemblée nationale pour le Rassemblement national, une première depuis 1986 donc. Voilà, vous voyez donc que les élections législatives, c'est quand même pas mal de suspense. On ne sait pas si Emmanuel Macron va avoir une majorité, si la gauche va être la première opposition et sous quelle puissance elle va rentrer à l'Assemblée nationale. On ne sait pas si la droite, qui a fait de très bons scores à l'élection présidentielle, va réussir à avoir plus de 100 sièges aussi, la droite et l'extrême droite. Bref, beaucoup d'inconnus. Et c'est passionnant d'ailleurs d'avoir autant d'inconnus, puisque ces élections sont plus passionnantes que prévues. Bref, voilà pour toutes ces explications, j'espère que vous avez tout compris, j'espère que vous irez voter, sinon ça va mal aller. Merci d'avoir suivi cette vidéo, moi je vous dis à bientôt sur Blip.